Alors bonjour à toutes et tous. Donc on va tâcher de vous présenter avec Christelle le projet Baselec qu'on conduit depuis l'an dernier sur la création donc sur la constitution d'une base de données électorale. Donc en fait le projet est très en lien avec ce que Guillaume, Émilie et Cédric viennent de présenter. Et l'idée, en fait, elle est venue aussi des discussions qu'on a pu avoir dans ce cadre-là. Baselec vient aussi de projets qu'on a menés précédemment depuis 2012 dans le cadre de l'AFR à Gorentyk. Donc il y avait eu d'abord le projet Abster, puis il y avait eu les projets Cividen et Beverage qui avaient été liés. Ces projets nous avaient permis d'avancer dans plusieurs endroits de la recherche en sociologie électorale. Ça nous avait permis déjà en collaboration avec les collègues en géographie de définir les périmètres des bureaux de vote sur la commune d'Avignon, de créer des calques qu'on puisse utiliser, réutiliser, de créer aussi une interpolation avec les données les données issues des recensements de l'INSEE, les données socio-économiques. Donc c'est ce qu'on avait fait dans un premier temps. On avait pu travailler aussi avec les collègues en informatique sur la création d'outils qui nous permettent de manipuler facilement ce qu'on appelle les QSU, c'est-à-dire les questionnaires à la sortie des urnes, qui sont des sondages que l'on fait à la sortie des bureaux de vote, juste après que les gens aient voté. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On avait commencé en 2015 un recueil systématique des listes d'émargement sur 4 bureaux de vote de la ville d'Avignon. Recueil systématique des listes d'émargement, c'est-à-dire que là, on va à la préfecture après le vote, où sont centralisées toutes les listes d'émargement, là où vous signez quand vous allez, une fois que vous êtes sorti du bureau de vote, et on recueille la participation au scrutin, c'est-à-dire de façon systématique pour toutes les personnes qui sont inscrites sur ces 4 bureaux. Donc en général, il y a entre 800 et 1000 personnes dans les bureaux avignonnais. On recueille cette donnée. Là-dessus, c'est ça qui nous a permis de développer à la fois nos propres projets de recherche, mais on s'en est servi aussi à plusieurs reprises, notamment en 2015, en 2017 et en 2022, comme support pédagogique pour travailler avec les étudiants de L3 AES dans le cadre d'un module de méthode des sciences sociales qu'on a avec eux. Et ils nous ont notamment suivis sur les questionnaires sortis des urnes dans les 4 bureaux de vote. Ils nous ont aidés à la collecte, d'abord à la transcription des résultats, puis maintenant on fait une saisie directement en ligne, et puis parfois à l'exploitation des données et des résultats. Et de tout ça, ça fait qu'on a beaucoup de données, beaucoup plus de données que de temps disponible pour les exploiter. Et qu'on passe beaucoup de temps aussi à faire et refaire un peu les mêmes choses à partir de nos données, que ce soit les résultats électoraux, donc on collecte bien évidemment au fur et à mesure des scrutins, mais avec pratiquement un scrutin par an depuis 2015, ça fait beaucoup de données, beaucoup de choses à faire. Les étudiants, quand on les emmène avec nous faire ces sondages, on les emmène plutôt sur le côté formation, et parce que c'est un excellent moyen de se projeter dans ce que c'est une enquête, comment on réalise une enquête, les différentes interactions qu'ils peuvent avoir, etc. Mais ça nous fournit aussi des données. Donc on aimerait bien pouvoir exploiter aussi toutes ces données qu'on n'a parfois pas le temps d'exploiter en cours complètement avec eux. Et puis, il y a des évolutions récentes, rapides, comme par exemple en juin dernier, l'ouverture par l'INSEE des périmètres de tous les bureaux de vote, du contour géographique de tous les bureaux de vote sur la France entière, qui du coup, on les a sur Avignon, mais on se dit peut-être qu'on pourrait s'en servir pour compléter, faire d'autres choses à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle du Vaucluse, etc. Et donc tout ça, ça nous fait encore plus de données à intégrer dans notre démarche. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer
Baselec, donc une base qui nous permettrait de centraliser, de mettre en commun et de faire travailler en fait toutes les données qu'on peut collecter à tous ces endroits-là. Et c'est là que continue le problème, puisqu'on a des données qui sont très différentes. Très différentes. On a d'abord des données agrégées, donc notamment les données qui sont celles qui sont issues de l'open data, les résultats des élections qui sont fournis par le ministère de l'Intérieur, toutes les données socio-économiques qui sont fournies par l'INSEE sur le périmètre des iris. Là, je vous ai mis un exemple d'un petit problème auquel on a été confronté. Ça, ce sont les résultats, c'est une petite capture d'écran, je ne sais pas si vous voyez très bien, des élections municipales de 2014 à Avignon, où on a, par exemple, tous les candidats qui sont en ligne. Et puis, alors là, on voit moins bien, mais ce sont les résultats des élections municipales de 2020. Donc, même élection, mais juste le tour d'après. Sauf que là, les résultats ne sont pas fournis dans le même ordre par le ministère de l'Intérieur, puisque là, on a les candidats qui sont en colonne. Bon, il y a des lignes grisées parce que c'est un fichier sur lequel j'avais déjà commencé à travailler. Mais donc là, on a un premier problème dans la compilation des données. Donc, comment est-ce qu'on constitue un fichier global à partir duquel on puisse travailler? Et puis, il y a d'autres problèmes aussi qui vont se poser, mais qui sont des problèmes plus classiques de l'analyse en sociologie électorale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, par exemple, coder les nuances, les étiquettes politiques des candidats. Guillaume a abordé cette question sur la bref, mais c'est un problème qui se pose aussi pour nous, puisque d'une élection à l'autre, on a des candidats qui vont circuler d'une étiquette à l'autre, d'une liste à l'autre, ou selon les coalitions, les alliances qui sont faites entre les partis, des positionnements, des étiquettes qui sont plus les mêmes, et donc avec des codages qui peuvent être parfois assez différents de ce que fournit le ministère de l'Intérieur également. Et puis, nos données, du côté des données individuelles qu'on a, qui là sont des données que nous, qui sont des données que nous on constitue. Il y a d'abord, donc ça c'est un extrait d'un questionnaire, alors j'ai oublié de noter en dessous, je pense que c'est un extrait d'un questionnaire sorti des urnes de 2017 qu'on a donc posé qu'on avait posé aux électeurs qui sortaient des bureaux de vote. Et donc là on a un questionnaire plus classique avec les questions dans chaque colonne. Et là, c'est des données individuelles qui sont anonymisées. C'est-à-dire que là, c'est des données anonymes, on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom pour les personnes là. Donc, on a ce type de données. Et on a ces autres données qui sont des données qu'on constitue aussi, qui sont le recueil des listes d'émargement dont je vous parlais tout à l'heure, qui là sont des données qui sont non anonymes, c'est-à-dire qu'on a besoin du nom de la personne sur le fichier pour savoir, puisque l'idée c'est d'observer la participation de façon longitudinale, donc on a besoin de savoir si elle était déjà dans le bureau, si elle a voté précédemment, ou si elle vient de s'inscrire, ou si elle n'est plus inscrite dans le bureau, etc. Donc on a besoin, nous, de pouvoir conserver des identifiants, son nom, prénom pour la retrouver dans le fichier, mais en même temps, après, on ne peut pas travailler avec ces données. Et de la même façon, là, c'est un peu la même problématique que la bref, c'est un fichier qui est en constante évolution, puisqu'on a à chaque élection des électeurs qui entrent dans le bureau de vote, qui vont être très souvent, le plus souvent, des jeunes qui atteignent qui atteignent la majorité. On a ceux qui ont déménagé et qui vont s'installer dans ce bureau de vote, qui sont inscrits dans ce bureau de vote. Et puis on a des départs aussi, des personnes qui disparaissent du fichier, qui sont le plus souvent, sur lesquelles on n'a aucune indication. Donc on suppose que souvent c'est un décès, mais ce sont aussi des déménagements. Et donc cette base qui a commencé avec, je crois qu'on avait 2300 électeurs sur la première saisie qu'on a faite en 2015. Aujourd'hui, après la saisie qu'on a faite après les élections législatives de 2022, on est à presque 5000 personnes dans le fichier. Donc on a un fichier qui a doublé.
Alors des gens sont sortis, d'autres sont rentrés. Il y en a beaucoup qui restent aussi, mais on a ce problème, cette gestion en fait des mouvements sur nos fichiers électoraux. Et donc, c'est tous les problèmes qui se posent à nous en ce moment, puisque Christelle et moi, nous n'avons aucune compétence en base de données. Et donc, ce sont Cédric et Émilie qui nous aident aussi sur ce dossier. Là, nous, on est vraiment dans une étape encore bien antérieure à ce qui a été présenté sur la Bref. On est en train de commencer à réfléchir ensemble sur comment créer la base, enfin, ça, c'est surtout Cédric et Émilie qui réfléchissent à comment faire la base. Donc ils nous ont déjà fait une première proposition de structuration de la base, qui est un document de travail encore pour l'instant, avec l'idée de pouvoir constituer une base de données qui soit qu'on puisse alimenter en fonction donc, des différentes échéances électorales, à la fois qu'on puisse alimenter à la fois sur l'aspect collecte des résultats électoraux. Donc on les a, ces fichiers, ils ne sont pas durs à trouver, mais c'est juste avoir un seul endroit en fait, où aller les chercher pour les utiliser. La base qui nous serve aussi à centraliser donc le recueil de l'émargement que l'on fait à chaque élection sur 4 bureaux de vote, et éventuellement qu'on puisse connecter au questionnaire sorti des urnes quand le calendrier électoral tombe bien par rapport aux cours qu'on peut avoir avec les étudiants, et qu'on pourrait, avec l'idée aussi que cette base soit connectable à la Bref dans le futur, une fois que les deux seront terminés. Mais bon, du coup, tout ça, ça nous pose des problèmes sur, des problèmes techniques sur, comment gérer des données qui ne sont pas structurées de la même façon pour avoir un petit peu d'antériorité sur nos bureaux de vote. Il y a la question de l'anonymisation des données qu'on collecte sur les listes d'émargement, de comment est-ce j'en parlais tout à l'heure, comment est-ce qu'on implémente les données dedans, et puis d'autres problèmes, j'en parlais également tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on va catégoriser, comment est-ce qu'on peut à la fois produire nos analyses à partir de ces données, et comment est-ce qu'on peut stabiliser nos catégories d'analyse dans le temps également. Voilà, donc quelque chose qui est encore pas très exploratoire, mais on est dans le démarrage de la constitution de cette base, et on commence à prendre la mesure de tout le travail que ça demande aussi de constituer cette base, mais avec l'idée de gagner du temps par la suite, et puis surtout de pouvoir disposer de données qui soient plus centralisées, et qu'on puisse plus facilement transformer à la fois en outils pédagogiques, c'est-à-dire que quand on veut travailler avec nos étudiants à partir de ces contenus-là, qu'on puisse aller assez facilement récupérer les données, éventuellement même par la suite qu'on puisse prévoir des exercices en ligne d'application à partir des données de la base, et de simplifier un petit peu ce travail-là pour eux, qui ne seront pas des spécialistes de sociologie électorale, ça on en est conscient, mais du coup, si on veut quand même les faire travailler sur des données sur du concret, qu'on puisse utiliser facilement ça. Et puis, nous, on en a besoin aussi dans des actions de médiation scientifique, de présentation des résultats électoraux, de communication dans les médias, et donc de pouvoir, si possible, essayer de capitaliser un petit peu sur les données qu'on collecte et les analyses qu'on peut proposer d'un résultat de scrutin à l'autre. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Merci. Bon, d'abord, bravo, c'est un boulot d'ampleur et qui
qui fait preuve de ténacité aussi dans la durée, parce que je sais que ça fait des années que vous accumulez les données. Il n'y a pas que des données en open data. Non, j'avais une question qui est que, en fait, si on fait abstraction de la partie QSU et de la partie liste d'émargement, je pense que toutes les autres parties de cette base posent des questions qui sont généralisables à l'ensemble des chercheurs en sociologie électorale, voire à l'ensemble des journalistes qui travaillent sur ces sujets-là, etc. Est-ce que vous savez s'il y a des projets de pouvoir faire ce travail-là de structuration des données au niveau national ou qui pourrait être mutualisé entre différentes équipes? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui, tu l'as bien souligné, s'agissant du ministère de l'Intérieur, on n'a pas de schéma de référence de diffusion de l'information électorale. Donc le ministère de l'Intérieur fait ce qu'il veut comme il veut, et ensuite chacun se débrouille avec ça. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une suggestion sur la question de l'anonymisation des données que vous relevez sur les listes d'émargement. Là, pour le coup, c'est assez touchy, effectivement, de conserver ces données-là au regard du RGPD. L'anonymisation de ces données-là me semble extrêmement difficile. En revanche, ce qui est assez facile, c'est la pseudonymisation de ces données-là. Il y a une opération informatique assez bien connue qui s'appelle le hash. Vos collègues informaticiens connaissent sans aucun doute ça, qui permet, à partir par exemple du nom, prénom, date de naissance, etc., de générer un identifiant, très probablement unique, qui du coup vous permet ensuite de faire le lien entre les données de différents scrutins sans avoir à garder en clair ces informations-là. Donc moi, mon conseil, ma suggestion serait vraiment d'enlever le maximum de données potentiellement identifiantes, de remplacer par un hash ou équivalent. Du point de vue de la CNIL, ce ne serait pas considéré comme anonymisant. On est plutôt dans la pseudonymisation, mais c'est quand même, je pense, un moindre mal. Non, peut-être juste pour répondre sur le premier point. Évidemment, on se connaît un peu les chercheurs qui bossent sur ces questions-là. On a travaillé dans des projets nationaux, des ANR, et puis le projet CREMI aussi sur lequel on a travaillé. Oui, évidemment. En fait, là, on en est vraiment à un stade de la faisabilité, c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est un projet qu'on va vraiment pouvoir... Alors, on a choisi Avignon pour commencer, et comme tu dis, parce qu'on travaille aussi sur les listes d'émargement, et quand ça fait presque 10 ans que tu fais ça, tu commences à te demander pourquoi tu le fais, si tu continues à le faire, et à chaque scrutin, est-ce que tu continues à aller recueillir les données? Donc, il y a quand même un peu l'idée de savoir comment on capitalise tout ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on avance un peu, en fait, aussi, pour après pouvoir communiquer auprès de la communauté et essayer sans doute aussi de stimuler des partenariats avec des collègues qui seraient intéressés par ça, c'est sûr. Après, sur la question de la pseudonymisation dont tu parles, si on rajoute de la donnée nouvelle à chaque fois, c'est-à-dire des nouvelles personnes, ça génère des nouveaux identifiants avec pas de risque de doublons, etc. En fait, l'idée, c'est que ta combinaison, par exemple, nom, prénom, date de naissance, générera toujours le même hash, enfin, le même numéro, si tu veux, le même identifiant, mais à partir de cet identifiant, tu ne peux pas reconstituer le prénom, le nom, la date de naissance. Donc tu peux faire l'opération dans un sens, mais pas dans l'autre. Ok, donc vous avez déjà... un identifiant qui est unique, on stocke celui dans la table inscrit. Ouais. Ok. Oui, donc c'est... Bah après, ouais... Ok. Alors, du coup, parce que du coup, quand tu rajoutes un nouveau millésime, comment tu fais? Comment tu génères ton... Parce qu'en fait, c'est la solution à comment tu passes de nom, prénom, date de naissance, par exemple. Tu peux mettre d'autres choses, tu peux mettre l'adresse, tu peux mettre ce que tu veux, à l'idée inscrite. Ouais. Tandis que là, en fait, il incorpore l'information quelque part, mais pas en clair. Enfin, du coup, pour l'instant, c'est fait très artisanalement, mais dans la base, les données sont anonymisées, mais il y a bien des endroits où elles ne sont pas anonymisées. Et ces endroits-là ne sont pas du tout RGPD compatibles. Ouais, mais tu n'as pas de... Ouais, mais enfin voilà, il m'a... Ouais. Non, non.
si on veut rentrer dans le détail de ce sujet-là, il est un peu juridiquement complexe parce qu'il y a des dispositions légales spécifiques. Pardon. Il y a des dispositions légales spécifiques sur les listes d'émargement. Ce qu'on a le droit d'en faire, quand est-ce qu'on a le droit de les consulter, etc. Et les dispositions sont assez claires sur le fait qu'on n'a pas le droit de conserver ces données-là. La finalité qui est prévue par la loi pour consulter les listes d'émargement, c'est pour pouvoir, en gros, demander aux gens d'aller voter au second tour. Et c'est tout. Voilà. Donc normalement, c'est la seule finalité pour laquelle on a le droit de consulter ces données-là, et on ne peut pas les conserver une fois que cette finalité-là est finie. Encore une fois, après dans le RGPD, pour les questions de recherche, on a une certaine latitude, mais très clairement, conserver ces données en clair, même si elles ne sont pas publiées, voilà, si la CNIL tombe là-dessus, c'est clair qu'elle ne sera pas d'accord. Donc c'est pour ça que je trouve que la pseudonymisation est peut-être un moyen de discuter avec la CNIL, le cas échéant. Encore une fois, on est dans un régime de contrôle a posteriori, donc sans doute qu'il n'y aura jamais à discuter avec la CNIL, mais en tout cas, si ça devait se faire, si un électeur porte plainte, par exemple, un électeur peut très bien saisir la CNIL en disant apparemment je suis dans ce fichier-là, pourquoi, comment, etc. Donc la pseudonymisation minimise quand même énormément les risques, en fait, parce que c'est impossible en l'état, à partir d'un hash, de reconstituer les données d'origine. Justement, c'est la question que j'allais poser, c'est est-ce que vous avez les droits de garder ces données? Vous avez fait une démarche où vous dites, bon, je les consulte, voilà, quelle démarche vous faites quand vous allez chercher ça au bureau de vote? Alors, quand on va les chercher à la préfecture, on prend rendez-vous à la préfecture, on fait un courrier qu'on a refait d'ailleurs récemment puisque la chef du bureau élection a changé, donc on a réexplicité notre démarche, pourquoi on le faisait. C'est une consultation sur rendez-vous, sur place. Ils nous voient, ils ne peuvent pas nous rater, on est dans le couloir de la préfecture. Après, effectivement, on ne nous a jamais rien demandé de plus. Donc, on continue. Donc, il n'y a aucune convention. Ouais. En fait, ces questions-là ne se posaient pas. On a commencé en 2012 à faire ça. Donc, ces questions ne se posaient pas à l'époque. On a pris rendez-vous à la préfecture. Enfin, ils nous ont dit oui, on y est allé et personne ne nous a jamais posé la question. Et depuis, ils sont habitués qu'on soit là d'élection en élection. Donc, je pense que voilà, on ne nous demande pas grand-chose, quoi. Mais oui, enfin, en sciences politiques, c'est assez banal. Et alors, ça va peut-être changer, mais il y a une tradition de pratique de recherche en sciences politiques où on ne demande pas les autorisations. En fait, ça relève aussi de l'investigation ou du journaliste d'investigation qui parfois va chercher des informations qui ne sont pas nécessairement des informations que tout le monde voudrait voir diffusées. Bon. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on publie? Qu'est-ce qu'on tire comme recherche ou comme contenu? Le RGPD posant évidemment le problème maintenant du stockage. C'est que si on fait du relevé de liste d'émargement depuis 10 ans, c'est bien pour les garder, quoi, et pour les archiver comme un fonds de données constituées et qui sera difficile de reconstituer parce qu'il faudra attendre l'ouverture des archives départementales, etc., etc. Donc je pense qu'il faut utiliser donc, les leviers comme la pseudonymisation pour éliminer la réidentification. La question de l'adresse est intéressante. On a l'adresse personnelle des gens dans les listes d'émargement et on ne souhaiterait pas la perdre non plus parce qu'en fait, on pourrait aussi travailler sur la question du déménagement. Parce qu'en fait, quand on travaille sur le comportement électoral et la non-inscription, la mal-inscription, ça relève aussi de problèmes de territoire et de mobilité des électeurs. Donc, il faudrait pseudonymiser à la fois les personnes, mais aussi les adresses, et avoir deux hash différents pour un même individu, et pouvoir ensuite vérifier que son identifiant d'adresse a changé. On ne peut pas le reconstituer, mais on sait que ce n'est pas le même, quoi. Bon, mais voilà, c'est quand même un peu sensible. Ouais, tu peux aussi, si
Pardon, si tu tires le fil, tu peux aussi introduire du bruit dans les données et dire effectivement l'adresse, je la transforme en hash, je la garde pas en clair. Mais par contre, l'adresse, je la géolocalise, je rajoute 50 mètres de bruit dedans, de manière aléatoire, et ça, je garde. Enfin, encore une fois, le RGPD ne donne pas le mode d'emploi, il définit les finalités. Donc il dit, vous devez protéger la vie privée des individus, leurs données personnelles, etc. Et là, on est très clairement dedans. Ensuite, c'est aux responsables de traitement, donc à vous en l'occurrence, de trouver le meilleur moyen de parvenir à ces finalités. Et ensuite, le juge apprécie si il trouve que les moyens sont appropriés aux finalités, et surtout si les finalités sont atteintes, parce que c'est plus une obligation de résultat que de moyens. Voilà, donc on peut négocier, tu vois, quelque part des choses, enfin négocier avec soi-même, en se disant, bah ok, ça, je pense que c'est acceptable parce que ça permet de préserver l'anonymat et la vie privée des gens. Et puis ça l'est pas, etc. Parce que garder en clair, effectivement, les déménagements sur 10 ans des gens, etc. Et on peut très bien se dire, on le publie pas. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez les données, vous êtes responsable de si demain vous perdez une clé USB, que quelqu'un met la main dessus, c'est votre responsabilité. Donc c'est pas simplement une question de publication. Dès lors que les données existent et sont conservées, ça engage une responsabilité. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Jessica.